Bonsoir à tous, bienvenue dans Actu Week, votre magazine qui vous retrace les faits qui ont marqué la semaine. Au sommaire, les recettes et les dépenses annuelles 2025 en progression par rapport à la loi de finances rectificative LFR 2024. C'est ce qu'affiche le projet de loi de finances initiale 2025. Le document a été présenté au Conseil national de la transition cette semaine. Les détails à suivre. Démantèlement des zones criminogènes, les forces de sécurité ont procédé à des centaines d'arrestations à Conakry, précisément dans la commune de Matam. L'opération s'est déroulée cette semaine et a permis d'expulser plus d'une centaine de jeunes léonais en situation irrégulière. Les échos à suivre. Malgré les efforts consentis par les autorités guinéennes, les prix des denrées de première nécessité continuent d'enregistrer de nettes augmentations, une situation qui pèse sur le pouvoir d'achat des Guinéens en cette conjoncture économique très difficile. Le constat, c'est dans ce magazine. Et notre reportage de la semaine nous amène à la rencontre d'Elhadj Aboubakar Silla, âgé de 112 ans, père de 26 enfants, dont 15 garçons et 11 filles. En dépit de son âge, le super centenaire se tient sur ses pieds et mène ses activités. Vous allez le voir en fin d'édition. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Comme annoncé à l'entame, le projet de loi de finances initiale pour 2025 a été présenté ce lundi par le gouvernement au Conseil national de la transition CNT. Le document comporte les prévisions budgétaires de l'État pour l'année qui s'annonce. On note dans les prévisions les recettes et les dépenses annuelles à 2025 en progression par rapport à la loi de finances rectificative LFR 2024. La présentation a eu lieu en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Ansoubaïlo Baldé. Les recettes et les dépenses connaissent toute une progression dans le projet de loi de finances initiale pour 2025. 12% pour les premières et 8% pour les secondes. Ce sont les prévisions budgétaires initiées par le gouvernement pour l'année prochaine. Fassine Silla, ministre du Budget, initiateur de 10 projets de loi, explique. En recettes, nous comptons mobiliser 34 473 milliards de francs guinéens. En recettes propres, 37 000 milliards, soit 96% des recettes totales. En dépenses totales, nous aurons 41 897 milliards. Et il s'en dégagera un déficit budgétaire de 7 424 milliards, soit 2,8% du PIB. Les recettes budgétaires prévues en 2025 augmentent de 12,1% par rapport à la loi des finances rectificatives 2024 et proviennent principalement des recettes fiscales qui représentent près de 90% des prévisions annuelles. Dans sa communication de circonstance, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, a fait une invite au gouvernement. Nous réitérons notre appel à respecter strictement les lois en vigueur, notamment la loi organique relative aux lois de finances, la LOF. La transparence de la gestion des ressources publiques est non seulement une exigence légale, mais aussi un devoir moral envers nos concitoyens et surtout un devoir envers Dieu. La présente plénière a connu la participation du Premier ministre Amadou Ouriba, des membres du gouvernement et du CNRD. Justement, au cours de cette rencontre, plusieurs remarques ont été faites dans le cadre des anomalies relatives à la mobilisation des recettes et à l'utilisation des dépenses autorisées. Il s'agit des recettes liées à la contravention policière et les recettes de l'allocation mobilisée par le patrimoine bâti public qui ne seraient pas versées au trésor public. Ansoubaïlo Baldé pour plus de détails. Où sont versées les recettes issues des contraventions policières? C'est la question que le Conseil national de la transition se pose devant le gouvernement. Cette communication du président de la Commission des affaires financières et du contrôle budgétaire du CNT a eu lieu lors de la présentation du projet de la loi de finances initiale pour 2025. Comme vous le savez, depuis 2022, nous constatons souvent qu'il y a des montages des véhicules et les citoyens payent souvent 300 000 francs ou 360 000 francs. Nous avons reçu le ministère de la Sécurité, on n'a pas eu de suite, selon en tout cas la Commission de défense. La Commission des lois a reçu le MATD sur la question. Nous n'avons aucune idée sur la destination de ces catégories de recettes. C'est pour cela, cette fois-ci, nous avons prévu la mise en place
de l'intercommission avec le ministère de la Sécurité, Madame la ville de Conakry, pour nous rassurer effectivement de la destination de ces catégories de recettes et par rapport à la politique sectorielle du département. L'autre inquiétude soulevée par Hamidou Camara, président de la Commission des affaires financières et du contrôle budgétaire du Conseil national de la transition, est relative aux recettes de location non versées par le patrimoine bâti public. En tout cas, les informations qu'on a à notre niveau, le patrimoine bâti public ne verse aucune recette au niveau du trésor public. Donc, nous nous intéressons sur la destination de ces recettes. On a fait 1, 2 ou 3 recommandations par rapport à la question. Il n'y a encore aucune solution. Et la dernière fois qu'on a reçu le Trésor, à travers le tableau de bord que nous-mêmes avons exploité en commission, on a remarqué qu'il n'y a aucune avancée sur la question. Par la même occasion, le Conseil national de la transition révèle la souffrance que vivent les sous-préfets à la suite d'un constat à l'intérieur du pays. Vous avez été à l'intérieur du pays. Nos sous-préfets n'ont même pas de motos. Ils n'ont pas de vélos. Ils n'ont aucune prime. Avant, les sous-préfets avaient 75 000 francs guinéens. Les préfets avaient 250 000 francs guinéens comme prime. Aujourd'hui, aucun sous-préfet n'a un prime. Aucun sous-préfet n'a une moto, en plus forte raison, un véhicule. C'est pour vous dire que nous ne pouvons pas restaurer l'autorité de l'État si les administrateurs territoriaux sont dans ces conditions. Et le démantèlement de toutes les zones criminogènes se multiplie dans la capitale guinéenne depuis l'annonce du parquet général. Ce mardi, les habitants du quartier Mafanko, plus précisément sur la corniche dénommée Chicago, ont reçu la visite des forces de sécurité. Tous les endroits suspectés ont été démantelés avec l'arrestation de centaines de jeunes. Aïssa Touba. Cette corniche dénommée Chicago est connue comme étant un endroit malfamé. Sur place, vivent principalement des jeunes originaires de la Sierra Leone dans une débauche totale. Vente d'alcool frélaté, consommation de drogue de tout genre, prostitution à ciel ouvert est le quotidien des gens qui y habitent. Une situation de trop pour les riverains qui ont décidé d'alerter les responsables du quartier. Oui, les conséquences de ces baraques étaient vraiment dangereuses parce que la population avait commencé même à revendiquer. Suite à cela, nous avons décidé maintenant d'alerter les autorités au lieu que le pire ne se produise. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, il y a 1 à 2 semaines de cela, on a retrouvé un cas de mort, même s'il n'était pas du quartier, mais cela n'était pas du tout joli pour le quartier. Donc on a décidé réellement de faire monter la pression au niveau de nos autorités pour qu'on nous débarrasse de ces personnes nuisibles. Dame Mariam se réjouit du déguerpissement de cet endroit, jugé dangereux. Elle lance un appel aux autorités. Je remercie les autorités du pays d'avoir déguerpi ces gens, parce qu'avant, nous vivons dans la peur. Nous leur demandons de nous céder une petite place ici pour fumer nos poissons, parce que nous vivons de ça. Face à l'insécurité qui plane le pays, cette autre dame salue la démarche des autorités qui, pour elle, permettra de minimiser le phénomène d'insécurité. Je suis vraiment contente aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ont perdu la vie ici. D'autres sont devenus des drogués. Ils consomment du chanvre indien, du couche et cela a fini par détruire les jeunes d'ici. Je remercie vraiment les autorités d'avoir déguerpi ces gens d'ici. Nous ne voulons pas ce genre de comportement dans notre pays. Pendant l'opération, au moins 334 personnes, dont 31 Guinéens, ont d'abord été interpellés et regroupés dans une cour pour des fins d'identification. Des jeunes de nationalité léonaise ont été immédiatement embarqués pour Pamalap, à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Quant aux Guinéens, ils ont été conduits au commissariat central de Matam. Dans l'actualité de cette semaine également, des travailleurs de l'Office guinéen de publicité ont manifesté ce jeudi pour réclamer le paiement de leur arriéré de salaire. Ils dénoncent la mauvaise gestion des responsables de l'OGP. Les protestataires interpellent le général Mamadi Doumbouya, président de la transition, à faire face à leur situation. Ansobaï le Baldé. Camarades, salut! Camarades, salut! Nous défendons nos droits devant tout le monde. Le président l'a confié une mission.
la mission dans les normes. Nous sommes là, nous ne sommes pas des loupards. Nous revendiquons nos droits devant Dieu et les hommes, devant les institutions nationales. C'est un cri de cœur qui définit la colère des protestataires contre les dirigeants de l'Office guinéen de publicité OCP. Ils revendiquent 6 mois de salaire impayés par la voix de leur porte-parole, Charles Mohamed Collier. Nous sommes là pour dénoncer la mauvaise gestion qui caractérise l'OGP depuis 3 ans maintenant. Nous sommes là pour revendiquer nos 6 mois d'arriérés impayés. Nous sommes là pour revendiquer les 3 années de cotisation sociale injustement dérobées, non versées à la caisse. Donc nous sommes là pour dénoncer, pour lancer un cri de cœur à l'encontre de notre père, le père de la nation, le vaillant président général Mamadi Doumbouya, qui je demande d'applaudir. Vive le général Mamadi Doumbouya. Vive le général Mamadi Doumbouya. Les valeurs du CNRD, le redressement à l'OGC, à l'OGP, c'est la régression depuis 3 ans. Et pendant que cette manifestation se tenait, les protestataires ont reçu un appel du président du Conseil national de la transition pour une séance de discussion. Le porte-parole informe ses collègues travailleurs de l'OGP de la bonne nouvelle. Pour le moment, nous allons ce soir à notre marche parce que nous avons décidé de marcher du siège de l'OGP jusqu'au palais Sauteria pour rencontrer le général, le président de la République ou les autorités du gouvernement. Mais à présent, notre cri de cœur vient d'être entendu par le président du CNT. Donc nous avons accepté unanimement de surseoir à notre marche et nous allons à la rencontre du président du CNT, Dr Dansa Kourouma. Ils étaient des hommes et des femmes à faire cette manifestation non loin du siège de l'Office guinéen de publicité OGP où des gendarmes sont postés pour empêcher toute perturbation. Parlons des mines maintenant. Au cours de la semaine du 2 au 8 décembre 2024, les exportations de bauxite guinéennes ont connu une progression notable d'environ 10% selon Ecofinance Guinée. Les ports minéraliers de Kamsar, Katounyouma, Dapilon, Kokaya, Tasressa et Cap-Verga ont tous enregistré une augmentation des volumes exportés atteignant 3 636 000 tonnes reparties sur 24 navires. Amara Bangoura. Les dernières statistiques montrent que les exportations ont atteint 3 636 928 tonnes pour 24 navires, comparé à 3 306 985 tonnes pour le même nombre de navires la semaine précédente. Concernant le classement des sociétés exportatrices de bauxite, la société minière de Boké conserve sa première place avec une exportation d'1 409 884 tonnes contre 1 219 748 tonnes la semaine précédente, enregistrant ainsi une hausse d'environ 16%. Elle est suivie par l'Alliance guinéenne de bauxite, d'alumine et d'aluminium avec 580 329 tonnes et la Compagnie des bauxites de Guinée avec 438 373 tonnes. À noter qu'en novembre dernier, les sociétés minières avaient prévu d'exporter 14 291 000 tonnes de bauxite, mais n'ont réalisé que 13 846 238 tonnes, marquant une baisse de 3% par rapport aux prévisions, selon le site d'actualité économique Ecofinance Guinée. Au titre de cette édition en Guinée, le prix des denrées de première nécessité sur le marché reste insoutenable par rapport au pouvoir d'achat des Guinéens. Cela en dépit du barème fixé par les autorités et du rabais fait sur certains produits par les opérateurs économiques. La situation impacte directement les consommateurs qui tirent la sonnette d'alarme. Amara Bangoura. De l'oignon aux pommes de terre, en passant par le sac de riz, sans oublier les produits halieutiques, les prix de ces denrées sont aujourd'hui insupportables pour les consommateurs, tout comme pour les détaillants, alors qu'ils ont été plafonnés par les autorités il y a près d'1 an. Nous souffrons beaucoup à Matutu pour avoir de la marchandise. Tout est cher. 1 kilo de riz à 7 500, l'huile à 4 500. C'est difficile. L'État doit revoir les prix. Ils n'ont rien diminué. Le sac de riz, c'est toujours à 350 000 et d'autres revendent à 360 000. La situation
est telle que le marché pèse lourd sur le panier de la ménagère, selon le président de l'Union pour la défense des consommateurs, qui fait une invite. Nous lançons un appel solennel au gouvernement de tout mettre en œuvre pour soulager les consommateurs. Non seulement, à partir de la douane, l'État renonce à des taxes de douane pour plafonner le prix. Aujourd'hui, ces prix plafonds n'ont jamais été respectés. On avait dit 340 000, mais ça n'a jamais été respecté pour le Grand Conakry, sans compter ceux de l'intérieur. En dépit des efforts conjoints des autorités et des opérateurs économiques, les prix des denrées de première nécessité restent hors de portée pour de nombreux Guinéens. La situation met en lumière l'urgence d'une réforme économique efficace et durable. Prenons la direction de Siguiri après l'incendie survenu au Grand Marché en février 2020. Le constat relève qu'ils sont nombreux, ces commerçants qui obstruent le passage pour étaler leurs marchandises. Une attitude dénoncée par plusieurs citoyens. C'est un constat fait par notre correspondant Mohamed Lamine Sissé. Suivez son reportage. Nous sommes au Grand Marché de Siguiri, appelé Djeliba, où l'occupation anarchique de certains vendeurs et conducteurs de taxis motos sur l'espace des passagers est devenue aujourd'hui un phénomène qui préoccupe les clients. Le problème est que toujours de temps, nous avons signalé le cas par rapport au passage, la route qui est continuée du marché jusqu'au goudron. Donc c'est une route qui n'est pas continuelle. Donc on est gêné ici et puis on a beaucoup de détresse par rapport sur la route. On n'arrive même pas, le client n'arrive même pas à faire acheter leurs marchandises et la route aussi, les katakata viennent pour nous empêcher et les brigades aussi des fois ils viennent pour nous empêcher. Depuis l'incendie de ce marché, les femmes de Siguiri tirent le diable par la queue. C'est à cause de l'incendie de 2020 que nous sommes assis ici. Toutes nos places ont été ravagées. Depuis, nous n'avons nulle part où rester, à part cet endroit. Nous souffrons énormément. Les forces de sécurité aussi nous fatiguent. Quand les agents prennent nos marchandises, il faut qu'on paye avant de les récupérer. Il est à signaler que la finition de ces marchés serait un effort de soulagement pour la population de la préfecture de Siguiri. Restons dans l'arrière-pays. De nombreux jeunes Guinéens entreprennent de nos jours dans l'agriculture. En dépit de leur volonté affichée, ils font face à de grandes difficultés. Rencontré dans son champ, Mohamed Kourouma, diplômé en lettres modernes, est convaincu que le chemin le plus rapide pour le développement d'un pays passe forcément par l'agriculture. Un reportage à Guy Babari. Si l'agriculture est l'un des leviers les plus puissants sur lesquels on peut agir pour mettre fin à l'extrême pauvreté, elle devient automatiquement un outil indispensable pour le développement d'un pays. Après plusieurs années d'expérience, Mohamed Kourouma, qui soutient cette thèse, invite les autres jeunes à emboîter les pas. Vouloir dire les gens qui refusent de travailler, d'aller s'asseoir au cafétéria pour dire que vraiment, nous, le gouvernement va essayer de nous employer, donc on va rester ici pour parler. Ils se trompent eux-mêmes. Mais quand tu viens au champ aussi, vraiment ça ne se trahit pas. Tu fais, tu récoltes, toi-même, le riz que tu sèmes, et c'est que tu vas récolter ça. L'objectif essentiel d'un développement agricole et rural durable est d'assurer un accroissement soutenu de la production alimentaire et d'améliorer la sécurité alimentaire. C'est pourquoi cet entrepreneur demande à l'État de s'impliquer de plus dans l'atteinte des objectifs. Beaucoup de difficultés ici, beaucoup. Premièrement, d'abord, si nos partenaires pouvaient nous aider à maîtriser, à avoir de l'eau, même si c'est le groupe électrogène qu'on peut avoir pour faire l'arrosage d'ici, quoi. Sinon, l'affaire d'eau, ça nous fatigue beaucoup. On donne location de terrain. En même temps aussi, les herbicides aussi, les produits qu'on pompe pour ça aussi, on paye ça. En même temps aussi, les engrais aussi. On veut que le gouvernement vienne au secours. Même s'il a ça, certaines boutiques, il dépose ça là-bas. On vient, on prend, on fait un bon. Après le travail, puisque le gouvernement et les commerçants, ce n'est pas les mêmes. L'autre avantage de l'agriculture est la protection de la biodiversité, l'eau et le sol. Elle limite alors les contributions du secteur à l'effet de serre et la production des déchets. Elle contribue aussi à la santé des populations par la limitation de l'usage des pesticides et autres intrants nuisibles à la santé.
Pour terminer, focus ce soir sur Elhadj Aboubakar Sylla, âgé de 112 ans et vivant à Silekou, un village reculé de Télémélé dans la préfecture de Kindia. Ce super centenaire se tient encore debout, fascinant pour une personne de son âge, mais son amour pour Silekou l'empêche de le quitter. Père de 26 enfants, il passe ses journées entre le chant et l'enseignement coranique. C'est un grand format signé Abdallah Kamara et Ousmane Kamara. Nous sommes à plus de 100 km de la capitale Conakry. Ici à Silekou, situé dans les confins de Télémélé, vit un homme qui sort de l'ordinaire. Âgé de 112 ans, il tient encore sur ses deux pieds et se porte comme un charme. Elhadj Aboubakar Sylla est d'ailleurs l'un des rares Guinéens à avoir cette longévité. Je marche très bien. N'eût été cette petite maladie, vous verrez plus. Plus d'un siècle de vie sur Terre, ses conditions physiques défient toutes les lois de la nature. Époux de 4 femmes et père de 26 enfants, propriétaire d'une grande plantation, il continue la pratique de l'agriculture malgré son âge. Des difficultés, il les rencontre au quotidien. J'ai démarré l'agriculture depuis l'annonce de Sékou Touré, mais la localité était à l'époque enclavée. Tout ce que nous produisons était destiné à la consommation. Les autres pourrissaient. De la période coloniale à celle post-coloniale en passant par les indépendances, Elhadj Aboubakar Sylla a été témoin de plusieurs événements. Incroyable pour quelqu'un de son âge, mais ce grand maître coranique retient encore ses souvenirs. Il a un secret, celui de sa résistance et de sa longévité. Loin des vices, il ne consomme ni cube magie, encore moins le piment. Je ne prends ni cola, ni autre chose. Je ne mange que du riz, je ne fume pas, je ne prends pas de drogue qui n'existait pas à l'époque. Son dévouement et son attachement à la religion surplombent tout, témoigne sa famille à travers sa dernière épouse et l'un de ses fils. C'est un pratiquant, il tient énormément à la religion. Dans sa famille, si tu ne pries pas, vous rentrez en guerre. Aujourd'hui, il mange essentiellement du fonio et du riz blanc. Pas de cube magie, pas de piment. Gileri fundenyi ananando ma fanyira. Barabare amadoma. Kosa e nyin aborho ananandoma. Ma letang afundenyi nandoma. Am barabare doma. Barabare muno matangida konyida. Alhamdulillah rabbil alamin. Ba ngutan Allah sa ngofi ama. Ngutan na abum manebe. Il nous a enseigné la pratique de la religion et aujourd'hui, nous nous sommes habitués. Voyez vous-même. Donc, dans ce village abandonné au milieu de nulle part, où l'accès est presque impossible, Elhadj Aboubakar Sylla ne vit que de l'agriculture. Il a pu réaliser quelques maisons pour sa famille et lui, mais a dû braver vents et marées. Son récit dépasse l'imagination. Vivant toujours au jour le jour, il appelle à l'aide afin de sauvegarder son héritage qui est sa plantation, dont il ne retient plus la superficie. Je demande de l'aide aux bonnes volontés et aux autorités. J'ai travaillé toute ma vie et je n'ai rien gagné. C'est cette plantation que j'ai comme héritage.
À 112 ans, son souhait le plus ardent est de voir sa plantation prospérer. Faute de moyens, sa crainte pour celle-ci ne fait que grandir. Et voilà, c'est la fin de ce magazine à tous. Merci de l'attention. Bonsoir chez vous.